reprend depuis le début, si vous m'en voulez pas. Ah mais c'est moi qui ai le chétan. Attends. Ah non, non. Je suis un ouf, pardon. C'est moi qui suis con en fait, c'est pas le chétan, je suis con. Hop, voilà, on est bon. Ok. On la refait. Hop. Merci à tous d'être venus. Ce soir, on est présent pour parler d'Effect TS. Ça va être une petite introduction. Ne vous inquiétez pas, ça devrait être plutôt cool. Tout d'abord, je voulais remercier les sponsors. Evric, qui est un cabinet de consulting sur Paris, plutôt senior. Ils ont des antennes en région. 42 Nice avec Damien pour l'accueil et l'aide sur la communication. Et Effect, qui m'a donné un coup de main sur de la communication et sur de la visibilité. Un petit mot sur moi, je suis Gomu Fragy, je suis software engineer, aspirant prof de JJB. Et ce qui me fait kiffer dans la tech, c'est comment mieux produire, comment mieux délivrer, plus de valeur. Donc ça va passer par des patterns de code, ça va passer par du test, par des méthodologies, par des méthodologies de comment on travaille en équipe et comment on travaille au quotidien. Donc voilà, comment en fait mieux faire son travail. Vous pouvez me retrouver, j'ai un blog où j'écris pas mal d'articles. En termes de pratique, ça va du mobile en passant par du DevOps, du back. Et en termes de langage, c'est aussi assez éclectique. Il y a du Flutter, du Python, du Go, des langages fonctionnels, bref, il y en a un peu pour tous les goûts. Et voilà, j'y partage mes découvertes et mes petits trucs qui font que au quotidien, ça débloque des petits trucs et c'est cool. Et après, je suis présent sur LinkedIn. C'est le meilleur moyen de rester au courant de ce qui va se passer. Je vais organiser... Aujourd'hui, c'est le premier événement d'une série de 3. Du coup, il y aura un deuxième événement après en janvier-février où on va utiliser une autre partie de la librairie d'Effect qui permet de faire des clusters. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais du coup, voilà, il y a un deuxième événement qui est prévu sur Effect et un troisième qui sera peut-être un workshop pour qu'on mette les mains tous ensemble et que soit on fasse du back-end, soit du front-end, soit de la data avec des ETL. Je pense qu'on peut partir d'un constat simple, c'est que le TypeScript dans l'industrie, c'est même plus un must-have, il est présent et c'est plutôt une bonne chose. C'est un langage qui est cool, qui permet beaucoup de choses. Vous pouvez facilement onboarder des nouveaux ou des juniors. Ce n'est pas un langage qui a une courbe d'apprentissage élevée. Il n'y a pas des concepts très compliqués derrière. Donc la difficulté à l'entrée, elle est assez faible. Ça, c'est un vrai point positif. Vous avez un type système qui est plutôt bon. Si vous commencez à mettre vraiment les mains dedans, il devient même vraiment très bon. On n'est pas encore sur des types systèmes hérités des langages fonctionnels, mais on peut faire quand même des trucs très très cool avec. Et l'autre point, c'est la communauté. Il y a une communauté qui est monstrueuse, que ça soit sur du front-end, du back-end. J'ai l'impression qu'il est en pleine ébullition en ce moment, avec plein de projets open source qui sont en train de monter des systèmes pour se financer tout ça. Et ça, c'est une vraie force. Parce que souvent on entend parler de la fatigue JavaScript, comme quoi il y a toujours des frameworks qui sortent et que c'est chiant. La vérité, mieux vaut ça que vous ayez un super langage, mais qu'il n'y ait personne dessus. Là, au moins, vous avez une communauté qui drive les innovations. Et oui, alors, il y a des mises à jour régulières à faire sur vos frameworks web ou sur vos backends. Et au moins, derrière, ça envoie quoi et ça vit. Mais il n'y a pas tout est beau. Je vous laisse quelques secondes en fait pour lire un peu ce code. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est bon? Moyen? Ok. En gros, moi, TypeScript j'aime bien, mais il y a plein de trucs qui me cassent les pieds et qui, sur des projets où vous êtes plusieurs à travailler avec des niveaux de seniorité différents, qui peuvent vraiment être source de problèmes et de bugs. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? On a une fonction en fait qui fait 3 choses. Une validation de schéma, un call à une API et une sauvegarde en DB. Moi perso, il y a pas mal de trucs qui me tirent l'œil. La gestion d'erreur. La gestion d'erreur est quasiment inexistante. Il y a un énorme try-catch et tout en bas, je throw une erreur, n'importe laquelle, et ça part. Donc ça veut dire que j'ai aucun contrôle sur le flow des erreurs.
Et si j'ai de la chance, la personne qui va utiliser cette fonction-là va elle-même la wrapper dans un try-catch et peut-être gérer les erreurs. Avec de la chance. Il y a un autre truc c'est l'absence de typage d'erreur. Là, je me retrouve du coup avec une erreur, ici une erreur, ici une erreur. Je pourrais très bien wrapper, créer une classe erreur parsing par exemple. Je l'extingue d'erreur. Et derrière, en fait, ça va fonctionner comme erreur, mais sauf que quand ça va péter, ben, je saurai où ça va péter. Ça, c'est quand même bien différent sur comment vous allez le gérer au quotidien. Les effets de bord, est-ce que ça vous parle? Les effets de bord cachés. En fait, moi j'ai un gros problème, c'est ça. Promise the user. Ce truc, il est faux. Et TypeScript, vous avez beau le configurer correctement dans votre TS config, il ne vous dira rien. Il ne vous dira pas, en fait, ici, la promise the user, mais en fait, ce n'est pas une promise the user, c'est une promise the user où, en fait, comment ça s'appelle, ma validation de schéma, elle peut péter. Ou ma réponse API peut timeouter, peut casser, X ou Y erreur. Pareil pour la DB. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au quotidien, en fait, ça va vous péter au visage. Et vous allez, pour faire du débugage, ça va vous demander une charge cognitive d'aller se dire, OK, où ça a pété, pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui est clair. Et le langage, de base, ne vous force pas à gérer correctement vos erreurs. Vous faites du throw, hop, on throw les erreurs et on passe la balle à la fonction parent. Et ça marche qu'un temps. Sur des grosses codebases, c'est pas tenable. Et la dernière partie, et pas des moindres, c'est que cette fonction, elle est compliquée à tester. Pourquoi? Autant, pour moi, on a 3 blocs. On a la première partie sur de la validation et les 2 autres parties sur un call API et une sauvegarde en DB. La validation de schéma, c'est ce qu'on appelle une fonction pure. Vous lui rentrez quelque chose, une structure A, elle vous sortira tout le temps la même réponse en retour. Si c'est bon, ça fonctionnera. Si c'est pas bon, ça pètera. Il n'y a pas de choses au milieu qui peuvent casser. Si on extrait cette partie-là et celle-là, c'est des fonctions impures. Problème de réseau, ça peut péter. L'API, vous avez dépassé les quotas ou X ou Y raison, ça peut sauter. Et donc ça, à tester, ça devient plus compliqué. Donc déjà, il y a ça. 2, la première partie est simple à tester parce que vous envoyez de la data, de la bonne ou de la mauvaise data, c'est bon. Maintenant, vous voulez tester la partie fetch API. Ben là, déjà, il faut que vous ayez pensé un peu votre code. Ça veut dire qu'au-dessus, quand vous faites votre client, fetch, vous lui passez une base URL. Et donc là, peut-être dans le test, vous pouvez générer un espèce de mini-serveur dans votre test et lui dire, si tu tapes sur tel endpoint, tu me retournes telle data. Mais c'est pas comment ça s'appelle, c'est pas son coup. Et en plus de ça, ça veut dire que si vous voulez tester la partie sur la DB, il faut que votre scénario de test fonctionne sur ça, fonctionne sur la partie avec le mini-serveur, et après vous vous débrouillez à faire fonctionner ça. Chiant. Alors certains vont me dire, il y a des, comment ça s'appelle, les systèmes de mock en TypeScript. Je fais partie de la team où je pense que c'est une bêtise. Ne moquez pas. Regardez ce qu'est des implémentations in-memory plutôt. Vous aurez plus la main dessus. Mais ça demande un tout petit peu plus de travail sur l'architecture logicielle pour que derrière ça puisse fonctionner. Les mocks, c'est en gros, tu dis, je vais appeler telle fonction, et dans ton test, tu le décris, tu dis, je vais appeler telle fonction, et elle va me retourner tel truc. Et du coup, en fait, ça va appeler ce que toi, tu as défini, et pas la vraie. Le problème, c'est que c'est très fragile. Et en TypeScript et en JS c'est encore pire, parce que du coup, tu n'as pas de type, et que du coup, c'est la foire. Tout simplement. Donc voilà, en gros, TypeScript, c'est cool, mais c'est pas tout blanc, tout noir, quoi. Enfin, c'est pas la folie non plus. Qu'est-ce qu'est la folie? Effect. Qu'est-ce qu'Effect? Effect, c'est une librairie qui a été créée en 2019 par des équipes qui travaillaient sur des projets de néobanques. En gros, pour moi, ils ont touché un plafond de verre.
et ils se sont dit, ok, ça devait être des personnes qui venaient du fonctionnel, vu tout ce qu'ils ont implémenté de programmation fonctionnelle dedans. Et ils ont commencé à bosser sur cette lib, qui est devenue en fait un méta-framework. Donc c'est une surcouche à TypeScript. Derrière, on a des projets qui tournent en production depuis 2021. Je le disais à quelques-uns, je reçois des offres d'emploi en ce moment pour des développeurs Effect. L'industrie s'y trompe pas, c'est des banques, de l'assurance, enfin des gros projets. Ça ne veut pas dire que c'est réservé à ces boîtes-là, mais ça veut dire que ces boîtes-là où avant ils faisaient du Scala, ils galéraient à recruter des développeurs, ben là en fait ils peuvent onboarder des développeurs TypeScript et les faire monter en compétence sur des technos. Bien plus facilement que s'ils devaient les faire monter sur du Scala ou sur LocamL, enfin sur tous ces langages fonctionnels. On n'en est pas au même niveau, il ne faut pas tout comparer, mais je pense que leur choix il s'est articulé autour de ça, de pouvoir facilement onboarder de nouveaux users. Effect, c'est un projet open source. On a la V3 qui est sortie en 2024. On a une V4 qui devrait sortir cette année. Derrière, ce n'est pas des petits contributeurs. En gros, il y a une société qui a fait une levée de fonds qui s'appelle Effectful. Et ce qui se passe, c'est que cette boîte-là, du coup, a fait sa levée de fonds. Et les développeurs qui travaillent et qui contribuent à Effect, ben, il y a une core team qui est payée par cette boîte. Donc ça leur permet en fait de ne pas prendre les chemins faciles, de se dire ok, ça on l'accepte sans test ou quoi que ce soit. Il y a un certain niveau de qualité qui est exigé et ça retranscrit dans toute la lib. Et vraiment, moi on me les a décrits comme étant le Real Madrid du monde Node.js. On me les a décrits comme ça, genre ils sont apparemment très bons et de ce qu'ils produisent, ouais, ils le sont. Je vous parle d'écosystème, je vous parle de lib. Si vous allez sur le GitHub d'Effect, en fait, ce que vous allez trouver, c'est un monorepo. Un monorepo, c'est quoi? C'est un gros repo avec plein de petits repos. Dedans, entre autres, vous avez Effect Platform qui permet de faire du back-end, Effect Cluster qui permet en fait de faire du clustering de workflow, donc pouvoir dissiper de la charge sur plusieurs serveurs assez facilement. Depuis peu, enfin pas depuis toujours, mais en gros, Effect est utilisable de partout, front-back. Il y avait un lien assez fort avec la communauté React et Svelte pour des questions de comment marche la réactivité dans ces frameworks. Depuis peu, on a Effect Atom où ils ont réécrit la réactivité de React, ou en tout cas ils sont venus se poser par-dessus et ils proposent une intégration avec plateforme, avec schéma que je vais vous montrer après, qui est vraiment bonne. C'est récent, mais ça promet vraiment un truc cool sur des apps où vous allez avoir des gros monorepos avec votre back-end, vous allez partager vos types, vous allez tout partager et ça va marcher plutôt bien normalement. Effect Schema qui est la partie validation de schéma comme un Zod. Ça met une tempête à Zod en vrai. Je vous montrerai plus après dans le code. Et ce qui est intéressant, c'est que vu qu'ils sont en train de tout recoder pour avoir leur écosystème et avoir un écosystème en fait grade production, c'est leur but, c'est d'avoir en fait proposé à TypeScript un écosystème qui soit assez solide pour ne pas avoir à rougir face à en Java un Spring Boot par exemple qui est utilisé dans le milieu de la banque, ces choses-là. Ils veulent ce niveau d'expertise, enfin de qualité. Et du coup, Effect Schema est compatible avec Effect Platform, avec Cluster, avec Atom. Et là qu'on est à l'ère de l'IA, où on fait des implémentations, où on va étaper des LLM, le problème de ça, c'est qu'on ne sait jamais ce que nous répond le LLM. On a beau lui dire, retourne-moi un JSON avec tel champ, tel truc, et tu me labellises ça comme ça. Ben, Effect IA, on définit l'output par un schéma. Donc en fait, on va avoir un runtime validation. Quand on va récupérer la réponse, ça va faire une validation du schéma. Si le LLM il a fait n'importe quoi, il a halluciné, ça va péter. Mais sinon, vous êtes sûr que ça fonctionne. Ça pète pas. Et ça, quand même, au quotidien, c'est plutôt une bonne chose. Après, à vous de modifier peut-être votre prompt pour le rendre plus accurate, pour le rendre plus précis. Mais au moins, vous n'êtes pas dans le flou.
à récupérer un truc, ça pète, ah, je ne sais pas pourquoi ça a pété et tout. Là, de suite, vous savez qu'en fait, c'est la désérialisation de la réponse de l'IA qui a pété. Derrière, vous avez de quoi investiguer et de quoi fixer. Je vous parle depuis tout à l'heure de l'écosystème, de qu'est-ce qu'il y a dans Effect, mais en fait, à la toute base, ça repose sur quoi? Ça repose sur ça, sur un type. Alors, pour ceux qui font de la programmation fonctionnelle, c'est un type qui est monadique, qui est une monade. On stoppe l'aparté sur la partie fonctionnelle. Ce que vous pouvez retenir, c'est qu'en fait, c'est un type qui a 3 types. Le premier, c'est un succès. C'est si ma fonction retourne quelque chose de bon et que ça a fonctionné, je vais avoir ce type-là. Tout à l'heure, on avait un user. Au lieu d'avoir un promise de user, je pourrais retourner un effect de user en premier type. Après, j'ai mes erreurs. Et c'est là où ça devient intéressant. Tout à l'heure, on avait 3 types d'erreurs possibles, à minima. On avait la désérialisation qui pouvait péter, on avait le call à l'API, et on avait la partie sauvegarde en DB. Mais là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mon type erreur, j'aurai 3 types avec un ou. C'est soit un, soit l'autre, soit l'autre. Et là, clairement, c'est défini. Le développeur, il arrive sur le projet, il lit le type, il sait ce qu'il a en sortie, si ça fonctionne, et ce qu'il a en sortie, si ça ne fonctionne pas. Là, déjà, on commence à avoir un vrai suivi des erreurs, et on peut faire des choses intéressantes avec. Et le tout dernier, c'est ce qui est requis pour l'injection de dépendance. Votre fonction, elle appelle un client HTTP, elle appelle un repository pour accéder à une base de données. Il faut que ça soit marqué là. Et de là, ça permet quoi? Ça va permettre que quand ça va build, s'il n'a pas ce qu'il lui faut, il ne vous laissera pas build. Mais ce qui est plutôt une bonne chose, parce qu'en fait, vous voulez catcher les choses tôt dans votre pipeline de développement. Vous ne voulez pas en fait balancer en production, et là, en fait, il n'y a plus rien parce que le projet ne se lance pas parce qu'il lui manque une dépendance. Grâce à ce type-là, vous vous assurez en fait que l'état de votre application est correct et bon. Pareil pour les types, si vous ne les gérez pas, ça ne va pas vous laisser tranquille. Il va falloir les gérer. Je vous montrerai sur la partie démo, ce n'est pas très compliqué, mais il y a des fois un peu de travail à faire dessus. Mais au moins, l'état de votre app, il reflète vraiment ce que vous avez défini. Et on n'est pas sur un truc où je retourne une promise de user, si ça pète, je m'en fous. Si le mec sur la fonction d'au-dessus, il fait un try catch, tant mieux. S'il n'en fait pas, tant pis, et advienne que pourra. On n'est pas du tout là-dessus. Qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de... l'exemple est vraiment tout bête. 3 petites fonctions, add, mult et divide. Add et mult, elles ont à peu près la même signature. Ça retourne un number si ça fonctionne. Ça ne peut pas planter. Donc never en erreur et never en dépendance. Et divide est un peu plus intéressant. On se retrouve avec un number si ça fonctionne et une erreur. J'aurais pu typer l'erreur correctement avec une classe, tout ça. Et derrière, en fait, ce qui se passe, c'est que si ça... Donc, un petit ternaire. Si b est égal à 0, c'est le cas où ça va planter, parce qu'on ne peut pas diviser quelque chose par 0. Donc, du coup, je retourne un effect.fail de mon erreur. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, cette erreur-là, elle va partir ici. Et dans l'autre cas, si c'est supérieur à 0, vous pouvez diviser... vous pouvez faire votre division, ça retourne un effect succide. Et c'est comme ça en fait que vous allez gérer l'état de votre application. Vous allez tout le temps en train de soit retourner quelque chose qui a échoué, soit quelque chose qui a fonctionné. Et ça vous permet quoi? Ça vous permet de faire ce qu'on appelle du rail programming. Ça vient aussi plutôt du côté fonctionnel. C'est un mot un peu barbare pour, en gros, vous ouvrez un pipe, comme des rails, et vous y mettez des fonctions. Et de là, ça dit quoi? Ça dit, je fais mon add. Si, donc avec le flat map, si j'ai quelque chose de successful, je rentre ici. Je récupère le résultat de add. Je
peux faire ma multiplication. Si j'ai quelque chose de successful à la multiplication, je rentre dans ma dernière étape et je fais le divide. Là, je divide par 5, donc ça veut dire que ça va retourner forcément quelque chose de successful. Mais je pourrais très bien divide par 0, et en fait, au moment de run mon bout de code, ben, ça va me lever l'erreur. Et là, je ne sais pas si vous commencez à voir le truc, j'ai une gestion d'erreur sans en avoir fait. Parce que ce qui se passe, c'est que si add envoie une erreur, et ben, tout ça ne va pas être exécuté. Et ça va continuer son workflow et après ressortir et retourner l'erreur. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus simple à gérer et avec un gain de qualité qui est non négligeable. Pour faire très vite, Effect, c'est pas que ça. Vous avez des systèmes de cron, de retry, de scheduling. Vous avez de la réactivité avec des streams opérations, du back pressure. Donc ça veut dire comment vous gérez vos streams pour les temporiser, tout ça. Vous avez des systèmes de dépendance d'injection, de contexte, de layer et d'atomes, qui est donc la réactivité côté React. De la concurrency avec des fibers. Les fibers, c'est des virtual threads. Je ne sais pas si vous savez, mais Node.js n'est pas réputé pour faire du multithread. Là, vous déclarez en fait des fibers qui sont des virtual threads. Ça prend peu de ressources et c'est plutôt puissant. Donc ça peut vous permettre de dédier une virtual thread à faire une logique ou faire du parallélisme d'un coup assez fort. C'est plutôt cool. Plein d'autres trucs sur la concurrency. Vous avez donc la partie effect schéma avec les data transformation, du runtime validation et de la serialisation, déserialisation, de l'open télémétrie. Je vous le montrerai après. Je vous mets au défi de réussir à opérer une app avec aussi peu de code. Grosso modo, vu qu'ils ont tout rebuild, bah, ils ont pu mettre de la télémétrie directement. Pour ceux qui ne savent pas, la télémétrie, c'est quoi? C'est une manière de pouvoir suivre ce qui se passe en production grâce à comment ça s'appelle? Grâce à de l'open télémétrie. Je vous montrerai après ce que c'est, ne vous inquiétez pas. Mais du coup, c'est assez simple à mettre en place. Et quand vous avez une app qui tourne en prod, bah, c'est hyper pratique pour savoir combien de temps a pris la requête SQL, s'il y a eu des erreurs. Enfin, ça vous permet de suivre le cycle de vie de votre app en production, sans avoir récupéré les logs, agrégé les logs, tout ça. Vous avez du pattern matching, pareil, c'est un pattern de code qui vient de la programmation fonctionnelle. C'est des switch ou des switch cases ou des if boostés aux hormones. Une fois que vous y avez goûté, vous n'avez plus envie de faire des if else et vous avez envie de rester là-dessus parce qu'en gros, ça rend votre code 100 fois plus robuste que si vous utilisez juste des if ou des switch cases. Donc du coup, ça c'est permis. Vous avez tout ce qui est tagged union, option Ether qui sont des types qui viennent de la programmation fonctionnelle. Option, vous le verrez dans la démo, c'est en gros, soit j'ai quelque chose et c'est somme de quelque chose, soit j'ai rien, soit j'ai none. Du coup, ça permet en fait de structurer votre data pour dire ben, soit j'ai quelque chose, soit j'ai pas. Par exemple, je fais une requête pour récupérer un user sur un ID, potentiellement ce user n'existe pas par rapport à l'ID. Qu'est-ce que je retourne? Je retourne nul, on n'en a pas envie. Je préfère retourner none, hop, et ça devient une option user, ce qu'on retourne. Je vais vous montrer après par la suite. Ne vous inquiétez pas. Et la dernière partie, on a toute une partie sur la communication avec des pub-sub, des queues et plein d'autres trucs, des sémaphores, des mutex. Donc voilà, c'est hyper riche comme lib. Et en gros, il y a vraiment moyen de faire ce qu'on veut avec, grosso modo. Le projet est quand même assez mature et je vous mets au défi de trouver un truc qui vous manque, quoi. C'est plutôt tout complet. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer sur une partie plus practice, en fait, on va pratiquer. Et ce que je vous propose, c'est de créer j'ai déjà créé une petite API avec plateforme. Le but, c'est de vous montrer, de décortiquer un peu comment ça s'articule dans la vraie vie et vous montrer que c'est pas si compliqué que ça à mettre en place. VS les gains que vous allez pouvoir y avoir. 3 petits endpoints. On a un post sur Pokémon pour en fait, en gros, call une API Pokémon, récupérer le Pokémon, le stocker en DB. Et après 2 get
un pour récupérer le Pokémon by ID, et l'autre pour récupérer le Pokémon, une liste de Pokémon qu'on aurait synchronisé. Tout simple. Grosso modo, moi je suis le bonhomme tout à droite. Tridex, c'est l'API Pokémon que j'utilise. Et derrière, on a une base de données Postgre pour le côté persistant. Et on est parti. Hop, tac, tac, tac. Hop. OK. Je close tout. Ce que je vous propose, c'est de partir de la base du contrat d'API. Qu'est-ce que je m'engage, moi, en tant que développeur back-end, à retourner à mon front pour qu'il puisse communiquer avec. Donc, ici, j'ai un petit dossier SRC, je vais avoir un dossier HTTP, Pokémon. Et en fait, avec Effect, on est tout le temps, enfin souvent ça arrive de faire ce pattern-là, c'est je définis en théorie ce qui doit se passer, et après je lui fournis une implémentation. Là, comment ça fonctionne? J'ai un contrat ici, et donc, est-ce que j'ai un laser sur ce super truc? Non? Bon, tant pis. Comment ça fonctionne? On ne le voit pas, tant pis. Je vais le faire comme ça, tac. Donc, on a une classe qui est stand d'une classe fournie par Effect qui est un HTTP API group. Et là, je fais un make, donc je crée un groupe API. Donc ça va regrouper plusieurs endpoints, la définition de plusieurs endpoints. Je lui donne un nom, ça va être important pour la suite, mais pour l'instant, c'est pas hyper important. Et après, je lui dis, ok, add un endpoint post qui aura le nom de 5. Le pass dans l'API, ça sera juste slash. En payload, tu vas recevoir un Pokédex ID. Ça, je vous montrerai après. En success, tu vas retourner un objet avec un ID et qui sera de type Pokédex ID. Et là, je liste toutes les erreurs qu'il peut avoir. On verra par la suite pourquoi elles sont définies, pourquoi elles sont là. Et suite à ça, je peux définir mon getById dans la même logique. Je lui dis dans le pass, tu vas trouver un Pokédex ID. L'output que tu vas retourner, si c'est success, c'est un Pokémon output, un type que j'ai défini moi-même. Et après, j'ai deux types d'erreurs. Soit le Pokémon n'existe pas, j'ai fait un getById sur un truc qui n'est pas là, je vais me prendre une erreur. Ou une internal server error, il y a un truc qui a pété quelque part, on ne sait pas quoi. Voilà, là je m'en protège. Liste Pokémon, pareil. Et tout à la fin, je lui ajoute un préfixe, je lui dis en fait, toutes les routes que j'ai définies, ça fait Pokémon slash le reste. Slash ID, slash rien, en fonction du get et du post. Là, j'ai défini mon contrat. Si vous faites du front avec Atom, vous pouvez prendre ce contrat et directement générer un client API. Donc là, vous êtes sur des choses comme du TRPC un peu. Où en gros, votre front et votre back vont partager un contrat commun. Il n'y a plus le développeur back-end qui a changé un champ ou qui a changé une typo et qui fait tout péter. Ça, c'est plus possible. Tout est unifié. En termes de qualité, encore une fois, et de développeur expérience, c'est plutôt cool. Donc, ce que je vous disais, c'était que ça, c'est mon contrat. Je m'engage parce que mon API, elle retourne ça sur l'extérieur. Et là, j'ai mon implémentation live. Si on regarde, qu'est-ce qu'on a? On a un HTTP API Builder, groupe. Je lui donne le nom du groupe que je vous ai montré tout à l'heure, le groupe Pokémon. Comme ça, il sait qu'il doit avoir une fonction qui répond au nom de 5, une de getPokédex_by_id et une liste Pokémon. Si l'implémentation, il en manque, ça ne buildera pas. Ça ne me laissera pas aller au bout. Derrière, je récupère, grâce à l'injection de dépendance, mon Pokémon Service, qui est là où j'ai ma logique de mon back-end, grosso modo.
et je retourne quoi? Un handler, et là j'ajoute mes fonctions. Je lui dis, ok, pour 5, eh ben, tu vas appeler service.5Pokémon avec le payload ID. Get Pokédex, pareil, tu appelles le service qui va avec et la liste. Si je ne réponds pas au cahier des charges, c'est-à-dire que ma fonction ne retourne pas les bons types, ça va péter. Donc ça veut dire si je me suis trompé pour X ou Y raison, au lieu de retourner un Pokémon, un Pokédex ID, je retourne un Pokémon ID, je retourne, je sais pas, le nom du Pokémon, des choses comme ça. Vu que ça ne sera pas OK avec mon contrat, il va me dire là, il y a un problème, fixe-le et après tu pourras build. Encore une fois, on est dans une démarche où mieux vaut que ça pète pendant que vous êtes en train de développer, que ça vous aide à mieux développer, que ça pète en production et que vous passiez pour des cons avec vos clients. Personnellement, je préfère ça. Je préfère que ça pète quand je développe et que je construise autour, que ça parte et que je passe pour un con. Ok. Pour moi, sur cette partie-là, il n'y a pas grand-chose d'autre à montrer. Ce que je vous propose, c'est d'aller dans le service. Et dans le service, en fait, il va y avoir deux trucs. Il va y avoir le call HTTP du client et la partie DB repository. Donc, ce qu'on peut faire, c'est ça. Laissez-moi juste fermer les fonctions pour pas qu'elles prennent trop de place. Ok, on est dans le service. En gros, effect vous fait extend d'un effect service, donc qui est une classe à eux, où vous lui définissez l'interface. Donc là, je lui ai dit, en fait, ça sera de type Pokémon Service. Et du coup, ça veut dire que ça devra répondre à cette structure-là. On a toujours le système de key, pour que l'injection de dépendance se retrouve et savent qui est quoi. Et de là, je récupère mon Pokémon client grâce à l'injection de dépendance, mon Pokémon repository, mes Pokémon repository parce que j'en ai 3, pareil par injection de dépendance. Et je récupère mon SQL client, je vous montrerai après pourquoi. C'est une feature qui pour moi est vraiment très très cool. Comment fonctionne l'injection de dépendance? Ici, si je remonte tout en haut, en fait, ce qui se passe, c'est que je définis en fait comme un espèce de JSON de config. Je lui dis l'effect que tu vas jouer, donc la logique de la classe, c'est celle-ci. Suite à ça, je lui dis OK. Et là, je lui définis des dependencies. Je lui dis ça, c'est ce dont tu as besoin pour pouvoir fonctionner. Et c'est là où je retrouve mon Pokémon HTTP client par défaut, mon Pokémon repository par défaut, pareil pour les autres repos. Ça me permet quoi? Ça me permet par exemple, pour mes tests, de faire varier comment s'appellent ces implémentations-là. Si j'ai un Pokémon client in-memory que j'ai défini, je peux. Et là, ça veut dire que pour mes tests, je ne fais plus d'appel à l'API de Pokémon. Techniquement, c'est ce que vous voulez. J'aurai une fonction in-memory qui va me retourner un Pokémon tout le temps le même, un Pikachu et point. Mais du coup, grâce à ce système de dépendance, c'est sur ça que ça repose. Toutes les dépendances qu'on a là-haut. Ce que je vous propose, c'est de voir le client, voir le Pokémon repository vite fait, et après, on s'attaque aux 5 Pokémon. Le get et le list sont assez simples. Ouais. Une question. Les types des erreurs, c'est dans on le voit là ou c'est... Tu vas le voir petit à petit. Ok. Je décale sur le Pokémon HTTP client. Si on regarde la structure, c'est pareil que pour le service. J'extends d'un effect service, je lui définis son interface, je lui définis un nom, je récupère par injection de dépendance un client, mon système de config pour récupérer une URL, et là je récupère mon URL. De là, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Comme tout à l'heure, du rail programming, ça veut dire quoi? En gros, j'ai mes rails et dedans, je mets des opérations les unes à la suite des autres. Ce qui me permet que si ça pète à la première, ben, ça n'affecte pas le reste. J'en suis sûr. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Hop, je vais le mettre comme ça et je vais bouger. On n'est pas trop croyable. Ça, c'est un truc de professionnel. On n'est pas trop mal. Première fonction, au tout début, je fais l'appel à l'API pour récupérer le Pokémon en question. Je fais donc un HTTP GET
sur la base URL plus l'API consolidée. Assez simple. Suite à ça, de ce pipe-là à ici, en fait, toute cette logique-là, elle va être jouée à la suite de cet appel-là. Et là, ça devient intéressant. En 6 lignes de code, je désérialise ma réponse. J'ai un timeout qui est mis. Donc si en fait l'API met plus d'une seconde à me répondre, je lève une erreur. Je ne vais pas en fait bloquer mes processus à l'intérieur de mon app en attendant plusieurs secondes, plusieurs minutes que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Donc je commence à devenir fault tolérante. S'il y a un problème, je suis capable, mon système est capable de se gérer. Et c'est défini à travers le code. Je ne vais pas subir une panne extérieure. Un système de retry. Donc en gros, je vais retry 3 fois de manière exponentielle sur la base d'une seconde. Et je lui rajoute un span pour l'OpenTelemetry. Grosso modo, cet exemple de code-là, vous le retrouvez sur le site d'Effect. Ils ont donc, pour prouver un peu comment ça, l'intérêt de la librairie, ils vous font cet exemple-là, et à côté, vous l'implémentent en TypeScript natif. Là, je suis à 7 lignes, 6 lignes, 8 lignes peut-être grand max. Leur implème, elle fait 200 lignes, si vous le faites en natif, pour avoir la même chose, les mêmes garanties. Donc là, ça commence à toucher quelque chose d'intéressant, parce que, tout à l'heure, je vous l'ai dit, ça vise un espèce de grade de production. Vous ne subissez pas votre prod. Vous la monitorez, vous la gérez quand vous faites des calls réseau, vous n'êtes pas là à... J'espère que ça fonctionne. Suite à ça, bon, le console log, on peut le dégager, on s'en fout. Je fais un schéma.decode. Donc en gros, je vais récupérer la réponse de mon call HTTP et je vais avoir une validation runtime que la réponse du call HTTP corresponde bien à mon Pokémon schéma. Et suite à ça, donc je retourne. Ça, c'est la dernière étape que je fais réellement si ça fonctionne bien. Et là, je gère mes erreurs. Et là, quand je vous parlais de pattern matching, que c'était des if un peu boostés aux hormones, assez performants, c'est qu'en gros, ici, je récupère mes erreurs. Et là, je lui dis, tu fais du pattern matching sur tous les types erreurs de E, de ce que j'ai défini là. Tout à la fin, je lui dis, je veux que le match soit exhaustif. Ça veut dire que là, je fais sauter ça, ça va péter. Je ne gère pas le fait que si j'ai une timeout exception. Donc ça vous force à gérer après vos erreurs et à faire quelque chose. J'aurais pu très bien ne pas le gérer et que ça remonte à la fonction parent. Moi, ce que je voulais faire là aujourd'hui, c'était de me dire, ok, eh bien, pour chaque erreur, je vais définir d'autres erreurs. Et comme ça, au moins, j'ai la main sur qui est quoi et où ça a pété. Et ça me permettait aussi de vous montrer ça. Ok, là, on a toute notre partie call API qui est faite. Ce qu'on peut faire, c'est repartir sur le service. Donc, j'ouvre ma fonction 5. Je repars sur du rail programming. Première étape, je fais appel au getPokémonById qu'on a vu avec le call API. Si j'ai quelque chose de successful, donc ça a transformé ça a transformé la réponse en un type que moi je maîtrise. Ah, ça, c'est la vie, ça. Et du coup, vous arrivez dans le flatmap, vous récupérez une API response qui est typée. Vous êtes sûr de vous au runtime. Qu'est-ce que je fais? Là, je crée des types spécifiques. Et suite à ça, je décode ce que m'a retourné l'API réponse, je la décode pour en faire un Pokémon insert. En gros, ce que j'ai fait, c'est que je vais pouvoir vous cliquer là-dessus, en fait, ça peut même être intéressant. J'ai une fonction qui s'appelle Pokémon2Model, qui est en fait une implémentation de schéma.transform, donc une fonction de la lib schéma, qui me permet en fait de lui dire, ok, en entrée, tu vas avoir un Pokémon schéma, qui va être défini plus haut, et
là, en sortie, tu vas me donner un Pokémon Create Model, qui est ce qui va être inséré en base de données. Et de là, du coup, ça me force à définir une fonction décode pour aller dans un sens, et une fonction encode pour aller dans l'autre. Pareil, grâce à ça, en fait, je suis sûr que même si je change mon schéma, ben, je vais devoir le fixer ici. Donc ça me fait une espèce de garde-fou, et la logique en fait de passage de l'un à l'autre, elle est centralisée à un endroit. Elle n'est pas en plein milieu de mon service de manière un peu dégueu. Non, j'en ai fait une fonction, j'utilise pleinement effect schéma, et du coup ça marche bien et c'est facile. Pendant qu'on est sur les types, ce que vous voyez là, par exemple Pokédex mec, c'est quoi? Si je vais sur Pokédex ID, en fait, donc cette pratique-là, c'est ce qu'on appelle de la primitive obsession. Ça veut dire quoi? Vous cherchez à ne plus utiliser tout ce qui est string, number, des types simples. Parce qu'en fait, c'est des types qui sont fragiles et qui ne représentent pas votre domaine métier. Si je n'avais pas fait de primitive obsession, j'aurais eu 15 numbers ou 15 strings pour le Pokédex ID, pour les HP, pour ci, pour ça. C'est-à-dire que dans ma code base, quand je vais faire une fonction pour, je ne sais pas, regarder des HP ou regarder un Pokédex ID, ben, ça sera un number. Je perds tout le contexte. Là, en fait, avec effect schéma, très simplement, je peux lui dire le Pokédex ID, c'est un int, il est forcément positif, et il doit être égal ou inférieur à 1025. Et là, je commence à mettre du domaine, je commence à mettre de la logique dans mes types. Et c'est plus en fait sur du code pur que ça repose, c'est sur vos types. Et du coup, si vous avez besoin, je ne sais pas, demain il sort une nouvelle génération, ça monte à 2000, vous avez juste à le changer ici. Vous n'avez pas à le changer partout dans votre code base, à chaque fois que vous faites un insert ou vous faites un update pour vérifier que l'ID soit là. Donc vous respectez des principes dits solides, l'open close. Vous avez un endroit à modifier, c'est ici. Ce n'est pas dans toutes les parties de votre code. Et derrière, pour moi, une des pratiques les plus importantes, et s'il y en a une que vous devez vous souvenir à la fin de ce talk, c'est les types brandés. En TypeScript, vous pouvez avoir un number qui est de type Pokédex ID, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que au build, TypeScript est capable de dire tu m'as pas donné un type Pokédex ID. Tu me donnes un autre truc, HP par exemple. Ça vous permet quoi? Ça vous permet sur des types ID, quand vous avez un user ID, je sais pas, par exemple un car ID pour un truc de voiture, vous n'allez pas pouvoir les mélanger par mégarde. Et du coup, votre code devient beaucoup plus résilient avec un truc qui prend 20 caractères, 30 caractères. Et implémenter, c'est le seul coup. Et après, bien sûr, au lieu d'utiliser des UID, vous allez utiliser votre user ID ou votre car ID. Mais en fait, le gain, il est monstrueux, quoi. Du coup, j'ai fait de la primitive, tout ça pour dire, j'ai fait de la primitive obsession sur tout. Génération, de 1 à 9, brand génération, catégorie max length 50. J'ai vraiment la main sur en fait comment je modèle mon schéma. Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que le schéma, il est utilisé pour définir ce qui rentre et ce qui sort de mon API. Donc du coup, ça me permet quoi? Ça me permet de dire, ben, si je retourne un MFR, je suis sûr qu'il fait au moins, enfin au max 30 caractères. Pour la DB, ça peut être aussi utile. Et l'autre chose, c'est en fait, on va définir, donc ça va me permettre de faire la transition vers la partie DB. Vous définissez des modèles. C'est à quoi va ressembler votre table. Et là, du coup, ça parle. J'ai un ID qui est de type Pokémon ID, qui est un UID, rendé à Pokémon ID. Donc je ne peux pas le confondre, par exemple, avec un Pokédex ID. Et à la transpilation, au moment du build, ça va me péter au visage, si je me trompe. Génération, catégorie, les names, s'ils sont shiny avec les sprites. Bref, je lui donne en fait la définition de ce que j'ai en DB. Tout ça, c'est grâce à quoi? C'est grâce à une classe, modèle.class. Et pareil, je lui donne le Pokémon modèle, à quoi ça doit correspondre. Et un identifier pour qu'il puisse l'identifier. Maintenant, qu'est-ce que ça permet? Laissez-moi juste fermer les fonctions pour qu'on y voit clair. Tac.
c'est pas un ORM. C'est pas un query builder. C'est pas aussi puissant qu'un query builder, mais c'est quand même vraiment très cool dans l'implémentation et dans la développeur expérience. Donc moi, ce que je vais vous montrer, c'est ça pour commencer. C'est encore un service. J'ai un effect service de type Pokémon Repository. Et je récupère un SQL client. Et là, je définis un vrai repository. Je fais donc un modèle.repository. Je lui donne en paramètre le Pokémon modèle. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, il connaît à quoi ressemble ma classe. Enfin, ma table, à SQL. Et derrière, j'ai le nom, un span identifier pour la télémétrie. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que le repo va être appelé, je vais avoir un span dans ma télémétrie qui va partir et je vais pouvoir suivre le temps de mes queries, ces choses-là. Quand même plutôt qualitatif. Et l'ID de la colonne. Là, en fait, je lui dis, ton ID de référence, c'est le Pokédex ID. Ça veut dire que les updates, les deletes et les get by ID vont être sur cet ID-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, du coup, le repo, il me donne accès à quoi? Il me donne accès à 5 ou 6 fonctions de create, un qui retourne du coup dans notre cas un Pokémon, l'autre qui retourne void, un update qui retourne un Pokémon qui retourne void, un delete, un get by ID, et je crois que c'est déjà pas mal. Et donc c'est des fonctions qui vous sont fournies de base et qui représentent de sûr en fait ce que vous avez vous dans votre DB et ce que vous avez en fait créé. Et du coup je peux les rendre accessibles à l'extérieur. Je les retourne dans l'objet en disant ok, tu auras un insert, et en fait l'insert il fait quoi? Il appelle juste repo.insert. Pareil pour le get by ID et le find by ID. Le find by ID il est intéressant parce qu'en fait, par design, il ne va pas vous retourner seulement un Pokémon, il va vous retourner une option de Pokémon. Parce que potentiellement, lui il ne sait pas en fait si le Pokémon il existe dans votre DB. Donc ça vous force à gérer, une fois que vous avez fait votre get by ID, à gérer le cas où il n'existe pas. Lever une erreur, pas lever une erreur, faire un insert, enfin, ça dépend de vos logiques derrière. Mais il vous force à faire les choses correctement, par design. Quand vous travaillez avec des juniors, ça peut être plutôt cool, parce que vous êtes sûr qu'en fait, quand il va utiliser ça, ben, il va être obligé derrière de gérer le cas où il n'existe pas. Et du coup, ben, moins de bugs et moins d'emmerdes au quotidien. Donc là, je vous ai montré pour la partie insert et get. Vous avez SQL Schema aussi qui est pas mal, où en gros, vous lui définissez ce qui rentre, ce qui sort, et donc là, ça va être un peu violent, ce qu'il exécute. Et du coup, là, j'exécute une requête SQL où je vais faire mes left join pour aller récupérer mes datas à droite, à gauche. C'est peut-être pas forcément le plus intéressant, c'est du SQL bête et méchant en gros. Ce qui est intéressant, c'est que grâce au find one, pareil, je récupère une option de ce type-là, que j'ai définie ici dans mon résultat. Et si j'utilise SQL schema.findAll, ben, je vais retrouver une liste de Pokémon. Et là, par contre, s'il n'y en a pas, j'aurai une liste vide. Assez simple. Ok, là, on a fait le tour on a fait le plus gros tour. Vous inquiétez pas, ça touche au but. Pokémon Service. Donc, on reprend notre insert. Je fais comment ça s'appelle le get Pokémon by ID. Dedans, si ça a fonctionné, j'insère. Grâce à ça, j'insère mon Pokémon en DB. Ici, effect.all, qu'est-ce que c'est? C'est comme un promise.all, mais alors bien plus puissant dans leur implémentation. En gros, ça permet de faire de la concurrence. Mais si ça pète, il y a une gestion, grâce au système d'effect avec les erreurs et les fails, ben vous pouvez finement gérer vos erreurs. Vous avez un promise.all qui pète, là la gestion d'erreurs elle commence à devenir chiante. Là vous avez quelque chose qui est beaucoup plus facile à gérer parce que ben, grâce au type effect et grâce à cette gestion d'erreurs, ça sera plus simple. Donc là ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand je retourne ici l'effect.all, je vais jouer la logique pour de vrai et je vais faire le Pokémon insert et je vais lister tous mes types par rapport au type que j'ai eu quand j'ai synchronisé le Pokémon. Retenez une chose, c'est que ça fait
les deux actions en même temps et qu'à ce moment-là, ici, le Pokémon insert n'a pas été run. L'instruction, elle est là, mais elle va être jouée quand je vais le retourner. Ça, c'est peut-être encore la partie la plus compliquée, c'est de se dire, en fait, quand je l'écris, l'instruction, elle n'est pas jouée immédiatement. Elle est jouée quand je vais le retourner. Du coup, là, je retourne, je fais deux actions en même temps. J'insère et je récupère une liste d'ID. Suite à ça, je récupère un tuple. Un tuple, c'est une liste de résultats. Et donc là, du coup, j'ai deux résultats. Mon Pokémon qui a été inséré et ma liste de types. Et après, en fait, je peux faire un map. Donc, je vais parcourir les types que j'ai et créer en fait une relation entre le Pokémon que j'ai et les différents types. Tout simplement pour que mon Pokémon il ait plusieurs types et que voilà. Grosso modo, dans le schéma, j'ai les Pokémon d'un côté, les types de l'autre et une table au milieu qui me permet de faire l'association. Assez simple. Et derrière, ce que je retourne, c'est juste l'ID du Pokédex. Et là, on a un truc intéressant. On a deux trucs intéressants. Le premier, c'est SQL with transaction. Tout le code que vous avez vu, il est wrappé dans une transaction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour X ou Y raison, le dernier insert, il pète. Tout est rollback. Je vous mets au défi de faire pareil sur une implémentation en TypeScript classique. Ça sera beaucoup plus complexe. Il faudrait que vos repositories retournent pas des fonctions jouées, mais des transactions à jouer. Et qu'à la toute fin, vous ayez une fonction qui prend toutes les transactions qui sont à jouer et qui les joue. Pour pouvoir faire un rollback global de tout. Là, vous avez juste ça à mettre. Et si vous ne le mettez pas, ça marche pareil, sauf que ce ne sera pas transactionnable. Et vous n'avez rien de plus à mettre si vous ne le mettez pas, quoi. C'est plus ça le message. Là, dans notre cas, c'est plutôt cool. Je fais plusieurs opérations. Si ça pète, au moins, je me préviens en fait, d'avoir une data qui sera d'un état bâtard. Je catch les erreurs. Je lui dis ici, en fait, il y a une SQL error. Tu die, ça sera une erreur plus violente. Et sinon, s'il y a une parse error, je retourne une Pokémon parse error. Dernier point sur la partie technique, c'est le get Pokédex ID qui fait 3 lignes. Et après, on se démarre le serveur, on se démarre le... Comment on appelle ça? Le Swagger, et on mate un coup la télémétrie. Le get Pokédex by ID, très simple. Je fais appel à ma fonction dans le repository. Et comme je vous disais, ça retourne une option. Du coup, je fais un pattern matching. Je lui dis, si c'est un node et que tu n'as rien, eh ben, je veux que tu me retournes un Pokémon not found ID. Si je regarde la définition, c'est assez simple. C'est une classe, j'extends d'une autre classe qui tag ça en erreur. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux lui mettre une HTTP schéma notation. Donc en gros, dans mon code, dans cette espèce de rail programming que je fais, si je lève une Pokémon not found, je sais que ça va retourner une 404 à mon front. J'ai plus besoin de m'en occuper. J'ai typé mon erreur, donc ça veut dire que si ça pète dans mes traces, j'aurai quelque chose où je vais pouvoir m'y retrouver. 2, je sais que en fait, ça va partir correctement, quoi. Tout est contrôlé. Encore une fois, développeur expérience, plutôt cool. Derrière, je lui dis, en fait, ce que tu vas prendre dans l'erreur que tu retournes, c'est le Pokédex ID, pour dire, par exemple, le Pokémon 1, il n'existe pas. Pour qu'il y ait derrière du contexte pour le front. Donc ça, c'est ça. Et après, je lui dis, en fait, donc, option match, si c'est non, je fais un effect fail de mon erreur de Pokémon, comme quoi je ne l'ai pas trouvé. S'il y a quelque chose, je retourne un succide de mon Pokémon. C'est tout. Et là, j'ai quelque chose en fait qui est résilient et qui fonctionne bien. Parce que ça gère les deux cas automatiquement, ça vous force à le faire. Et derrière, vous êtes sûr en fait, d'avoir une app qui a un état et un type système qui fonctionne bien. Encore une fois, c'est pas si coûteux et le gain en qualité produite, il est indéniable. Ce que je vous propose, c'est de le lancer et de faire quelques calls avec le Swagger et d'aller voir la télémétrie.
pour vous montrer en fait que l'emblème de la télémétrie, c'est 5 lignes et que derrière, en fait, ça vous permet un debug plutôt puissant. Laissez-moi drag and dropper. Ah non, en fait, non. Tac, tac. Si, c'est ça. Hop. Pardon, je me perds dans les fenêtres. Ok. Première étape, on retourne sur ça et on fait un bun. Je suis en majuscule? Ouais. Il est runtime agnostique. Si vous voulez mettre un runtime bun, vous pouvez. Si vous voulez mettre un runtime Node.js, vous pouvez. Et si vous voulez mettre un runtime Deno, c'est aussi possible. C'est en fait au moment où vous avez, dans votre main, vous choisissez le runtime que vous mettez. Après, si vous utilisez des trucs spécifiques à Deno, ça risque de vous péter à la gueule, ou à Bun ou à Node. Mais une grosse partie de la lib, en fait, vous pouvez le changer à la volée, ça ne vous pètera pas au visage. Plutôt cool. Encore une fois, vous avez le choix en fait de pouvoir changer à la volée. Ok, cool. On a, grâce en fait à effect schéma et au comment ça s'appelle, grâce à effect schéma, en fait, on a un swagger qui est auto-généré. Plutôt appréciable. Après, tous les frameworks récents l'ont, c'est pas non plus une feature de dingue, mais ça reflète votre contrat d'API. Et votre contrat d'API, en fait, il vous oblige à coder correctement dans votre logique. Donc techniquement, ça dit la vérité. Pour de vrai. Ce que je vous propose... Qu'est-ce que j'ai foutu? Tac, pardon. Ce que je vous propose, du coup, c'est de... On va se synchroniser un Pokémon. 234, je sais pas. Hop, croisez les doigts pour moi que ça fonctionne. On a un Pokémon 234 qui a été synchronisé. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un call HTTP, on l'a récupéré, on l'a stocké en DB. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de le get by ID 234 et je l'exécute. Et là, j'ai bien une 200 avec un Pokémon qui s'appelle Serfrous. Bref, je connais rien en Pokémon, mais il y a les infos que j'ai stockées en base de données, il y a les types, donc du coup, c'est un type normal, et voilà. Cool, ça a fonctionné ce que j'ai fait, c'est pas mal. Ce que je vous propose maintenant, c'est de switcher sur en fait l'OpenTelemetry. Mon but derrière, c'est de vous montrer que 1, c'est pas compliqué à implémenter, et 2, dans votre quotidien, en fait, quand vous bossez, c'est un vrai game changer. Demain, votre client il vous appelle, il vous dit « Ah, à 10h, ça a pété ». Vous allez sur votre OpenTelemetry, vous vous mettez sur la range de temps, vous allez voir une 500. Ok, 500 sur tel ID. Ah, je remonte le bug, tac, tac. Ah, bah en fait, l'état de ce truc-là en DB, il n'était pas bon. Et là, vous pouvez investiguer, vous pouvez faire des trucs. Vous n'êtes pas dans le flou en train de subir et dire « Ah, bah ça a pété. Ah, ça a encore pété. Ok. » Là, vous avez de quoi faire. Du coup, il faut que je retrouve le bon port dans Docker. Laissez-moi 2 minutes. Il y en a une dizaine. En gros, quand on lance, ce que j'utilise, c'est Jaeger. Quand on lance Jaeger, il y a une dizaine de ports qui sont ouverts. Ok, Jaeger, projet open source développé, il me semble, par Uber ou par Netflix. Ça tourne en Go, ça permet de récupérer donc, des traces. C'est de l'OpenTelemetry. Et voilà, c'est déjà pas mal comme intro. Donc, moi, j'ai un service qui s'appelle Effectnis, que j'ai appelé comme ça. Je vais récupérer mes traces. Et de là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que j'ai 2 traces. J'ai une première trace ici, qui est un post, qui est donc l'appel que j'ai fait pour synchroniser mon Pokémon. Et une deuxième qui est ici, cachée, qui est mon get. Si je prends mon post, tac. J'ai tout le cycle de vie de ma query. Timé. Donc qu'est-ce qu'on peut voir si on regarde vite fait? J'ai ma SQL transaction qui est là, donc toute la transaction avec le SQL transactionnable, il est affiché comme ça. Et après j'ai hop HTTP client,
c'est en fait le call que je fais à l'API qui dure. Donc du coup, là, je sais que là, il fait à peu près 300 millisecondes. Suite à ça, j'ai mes différents inserts et j'ai mes deux inserts j'ai mon insert et mon get en parallèle qui sont ici. Donc on voit en fait que l'insert est plus long et que le get est vachement rapide. C'est la partie noire. Et après je fais d'autres opérations et on voit en fait que du coup le endpoint a pris 500 millisecondes à opérer. Plutôt cool. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le code, j'ai quasiment rien marqué. Hein. Parce que tout est fait, tout est imbriqué dans la lib de base. Coût, quasiment zéro. Vous voulez faire la même chose sur Nest, j'ai essayé. Vous devez démarrer votre app Nest, vous devez démarrer notre app à côté et prier pour qu'elle tienne et que... Enfin bref, c'est chiant. Là, c'est 6 lignes de code à mettre dans votre main et ça part. Et si on regarde le get, là pareil, on voit en fait que je fais je fais mon get et je récupère tout d'une traite. En gros et grosso modo, ça a pris 17 millisecondes, si je ne me trompe pas, pour retourner ma data. Bon, je suis en local, ça ne veut pas dire grand-chose les ordres de temps, mais ça veut dire que si ça tourne en production, vous avez ces infos-là. Votre client il se plaint parce que la liste, le truc qui liste, c'est comment ça s'appelle, je sais pas, quelque chose dans son business prend du temps. Mais là, vous le quantifiez. Vous faites un patch, vous avez des valeurs. Ouais, ça a divisé par 2, divisé par 3, 4. Vous n'êtes plus en train de dire ah, je pense que c'est plus rapide qu'avant. En termes de sûreté, quand même, c'est autre chose, et en termes de discours aussi. Je crois que j'avais une erreur ici. Si ça pète, vous allez aussi le voir tout à l'heure quand je vous disais par rapport à la gestion d'erreur. Donc, votre client il prend une 500, grâce à la télémétrie, vous le savez. Et du coup, voilà, je pense que c'est tout pour moi ce soir. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu. Voilà. Merci à vous.